Alors aujourd'hui, forcément dimanche, c'est la nouvelle lune, donc une petite capsule rapide sur les énergies de la nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle arrive à 4 degrés du poisson, donc forcément nouvelle lune, le soleil est conjoint à la lune à 4 degrés, c'est le principe de la nouvelle lune. Donc on voit pas la lune, forcément. Neptune est dans son signe en poisson depuis un moment, mais bon, du coup en poisson on a le soleil, la lune, Neptune. Et Mercure qui a commencé sa rétrogradation lundi. On a toujours un amas en Capricorne, amas en Capricorne, Saturne, Pluton, Jupiter, et on a Mars qui est venu les rejoindre. Je vous explique un peu où sont les planètes et puis après on verra ce que ça veut dire. Donc elle se fait cette nouvelle lune à 4 degrés du poisson, avec Mercure qui est rétrograde. On a Neptune qui est sextile à Jupiter en Capricorne. Donc c'est vrai qu'on a deux gros amas, un amas en poisson, un amas en Capricorne, et ces deux signes qui se complémentent bien. On a le côté eau du poisson, le côté terre du Capricorne. C'est quelque chose, c'est une lune qui devrait être assez fertile et plutôt douce. Mars est arrivé en Capricorne, donc je vous disais, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Il est sextile à Mars à la nouvelle lune, il est trigone à Uranus, donc on a plutôt des beaux aspects aussi, c'est une lune qui devrait bien se passer. Néanmoins, on a Mercure qui est rétrograde, on en avait parlé vite fait la dernière fois. Bon, c'est vrai qu'il a très mauvaise presse, Mercure rétrograde, c'est les 4 grands R, quoi. On prend du recul, on se recentre, on réfléchit, on réorganise, enfin bref, on prend le temps avant de prendre des décisions. C'est les couacs de communication, c'est les mails qui partent pas, etc. Mais, alors c'est peut-être mon côté lune en poisson qui fait dire ça, mais je trouve que cette rétrogradation qui va se faire principalement dans le signe du poisson, même s'il va faire une petite incursion en Verseau, elle va permettre au contraire à Neptune, à Mercure de se teinter de l'idéalisme de Neptune, un peu, de prendre tout ce qu'elle a dans le sens du poisson, le spirituel, la compassion, les ressentis. Donc c'est aussi 3 semaines qui sont plutôt intéressantes en termes de ressentis, donc il ne faudra pas ne pas écouter ses ressentis, sachant qu'en plus on peut remarquer que en moyenne Mercure rétrograde 3 fois par an, et cette année en 2020 il va rétrograder 3 fois dans des signes d'eau. Poisson, cancer, cancer, je crois pas qu'il y ait de rétrogradation au Scorpion, il faudra que je vérifie ça. La lune noire et Chiron commence à être vraiment conjoint, et Vénus est toujours en bélier. Donc ça c'est un autre aspect intéressant. Saturne débute un carré à Uranus, très doucement, on n'y est pas encore, mais il y arrive. Je regarde un peu mes notes. Qu'est-ce que j'avais dit ici? Les amants poissons, je vous en ai parlé. Bah oui, alors le poisson c'est le signe qui finit le cycle du zodiaque, donc c'est un moment de bilan, hein, encore plus avec Mercure qui est rétrograde. Donc on va aussi pouvoir, c'est un moment de bilan, mais en même temps c'est aussi un renouveau, le poisson, donc c'est un signe qui est mutable, il inspire le changement. Donc on va avoir une lune qui est très teintée de cette sensibilité, de cette compassion, de cette sensualité, de cette créativité, de cette spiritualité, de la douceur, de l'empathie du poisson. Voilà, de la compréhension des autres, de l'envie de communion avec les autres, le romantisme aussi, c'est un truc très poisson d'être romantique. Donc il pourrait se passer des choses assez chouettes, et en tout cas qui nous permettent d'aller plus vers les autres, hein. Même si effectivement on va peut-être se sentir un peu confus par moments partout. Voilà. Donc c'est une nouvelle lune mystique et créative, je vous disais. C'est un bon moment pour méditer, pour créer, pour écouter, jouer de la musique. C'est un bon moment pour la détox aussi, parce que le poisson est pas mal lié à la santé et aux addictions, dans le côté positif et négatif. Donc s'il y en a d'entre vous qui aiment bien se faire des petites cures de détox, c'est le bon moment dimanche. Au négatif,
négatif, c'est l'eau nébuleuse aussi, le poisson. Donc dans la nébuleuse de l'eau du poisson, parfois, bon, il est un peu fuyant, on est dans les faux semblants. Faire attention un peu aux masques que les gens pourraient porter, ou qu'on pourrait porter soi-même, donc pas mentir ou pas se mentir à soi-même aussi, hein. Mais plus que le mensonge, c'est plutôt les faux semblants vraiment. Et le côté, bon, bah, il pourrait y avoir des gens qui reviennent vers vous en portant des masques. Donc, voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Mars est conjoint au nœud sud. Il est rentré en Capricorne et donc il y est fort à parier que Mars dans conjoint au nœud sud, ça veut dire qu'on pourrait revenir sur une situation qui s'est passée il n'y a pas tellement longtemps que ça, a priori vu la configuration là, plutôt fin décembre, début janvier. Donc il se pourrait qu'une situation se représente par le biais d'une personne ou un schéma récurrent qui vous fasse réfléchir une deuxième fois sur cette situation. Est-ce que j'y retourne, je ne retourne pas, je donne une deuxième chance, je ne donne pas de deuxième chance. Et là, c'est là où il faudra faire attention dans cette situation. Effectivement, à ce que nous-mêmes, on est un peu évolué par rapport à nos schémas récurrents. Parce qu'effectivement, sinon, on pourrait se retrouver en face de gens qui portent des masques. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Neptune. Ah oui, bah Neptune en poisson, ça je vous en ai déjà parlé. Il nous pousse à réaliser nos rêves. Hein. Il nous pousse à aller vers la fusion avec les autres, la communion. C'est plutôt un bon côté. Et là, il est sextile à Jupiter en Capricorne. Donc Jupiter, il amplifie tout, le bon comme le mauvais. Donc il va mieux falloir essayer de nuancer un peu le besoin de fusion. En tout cas, jusqu'à la mi-mars. Vénus est carré à l'amas Jupiter, Pluton, Saturne. Alors, oui, je vous disais, Vénus est carré à Jupiter, Pluton, Saturne. Vénus en bélier, donc sur le côté affectif, elle voudrait un nouveau départ. Vénus, hein, elle est en bélier, teintée de... Et en même temps, Mars, il est chez le Capricorne, donc lui, il est plutôt en mode... alors qu'il est au Verbe le bélier, il est plutôt en mode smooth, on va y aller tranquille. En plus, il est conjoint au nœud sud, là, donc il y a le passé qui refait surface. Elle veut un nouveau départ. Bon, c'est pas encore le vrai moment du nouveau départ au côté affectif, semble-t-il. Pourquoi je vous dis ça? Parce que au-delà de son carré à Jupiter, Saturne, Pluton collé à Mars, là, et au-delà du fait qu'elle soit retardée par le passé et que on a aussi Neptune qui pourrait nous ramener quelques illusions et quelques faux semblants, Vénus elle est collée à Chiron et à Lilith là. Enfin elle n'est pas collée, enfin, Chiron et Lilith sont en conjonction et Vénus est dans le même signe en bélier. Donc Lilith, on le sait, c'est l'archétype on traverse ses ombres quoi, hein, pour aller au fond des choses, pour pouvoir avancer. Et Chiron, le guérisseur blessé, donc on en avait parlé rapidement, il y a quand même des vieux schémas karmiques ou récurrents, il y a des choses, il y a des grosses blessures à traiter encore quoi. Chiron, pour devenir guérisseur, il commence par apprendre à se soigner lui-même. Donc Vénus, elle a envie de tirer vers l'avant, genre je veux un nouveau départ affectif, mais il y a son amoureux de toujours, il est chez le Capricorne collé au nœud sud, aux prises avec le passé, et elle est avec ses deux potes là, qui lui font attends, on va soigner quelques trucs encore avant de se lancer. Donc le nouveau départ affectif, même s'il peut se présenter avec cette nouvelle lune, il va pas partir tout de suite. En tout cas, il vaut mieux prendre le temps et un peu de recul. Sachant que les blessures qui risquent de se présenter, c'est des blessures qui vont être liées à l'énergie de Mars, hein, parce que forcément Vénus est en bélier, donc dans le signe de Mars, et Mars est conjoint au nœud sud, c'est ce que je vous disais déjà. Donc c'est des blessures qui ont lieu à voir à l'action, au désir, à la sexualité, à la violence. Ça peut être des choses assez lourdes à traiter quand même. Et avec cet amas en poisson là, on va aller dans les profondeurs de cette chose-là. Mais en même temps, c'est une ligne qui est pleine de douceur et qui va nous proposer des changements pour arriver vers plus de sérénité.
Donc je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les énergies astrologiques de la Lune. Donc je vais essayer de vous faire assez rapidement parce que je tourne ça vendredi et effectivement j'ai pas mal de trucs à faire là. Il va falloir qu'on se sauve assez vite avec mon fils de cette maison. Alors, quel est le conseil du tarot pour cette nouvelle lune là? On va essayer de tirer peut-être 3 cartes avec le tarot des rêves de Gaïa et 3 cartes avec le tarot égyptien. Puis on va voir ce que ça nous raconte. Quelles sont les énergies pour les gens qui regardent cette vidéo pour la nouvelle lune qui arrive là en poisson, s'il vous plaît? Oula. La reine de terre. Je vous la montre. Voilà. Je vais la poser. Et le scribe. Et du coup, en dos de deck, on a l'intégrité. J'essaie, c'est la lumière. Donc, elle est à contre-jour là, c'est un peu chiant. Voilà. On va regarder ça après. Je vais commencer à tirer le tarot égyptien aussi. Oh, trop joli. Les astres. Trop cool. Le 8 d'épée. Et en deux de deck, on a Balthazar, t'as la tête devant la caméra, mon chat. Le 3 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a en première position la reine de terre et les astres à l'endroit. Alors, les astres, c'est une très belle carte dans le tarot égyptien. Ça parle de clarté, de joie, de protection, mais aussi de choses qui pourraient être divulguées. Donc, de révélation aussi. La reine de terre dans le tarot des rêves de Gaïa. Bon, la terre, vous savez maintenant, c'est une énergie d'ancrage. La reine, c'est l'archétype féminin. L'archétype féminin dans cette énergie de terre. Et donc les astres, c'est ça que je vous disais. Donc l'archétype féminin dans cette énergie de terre. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le tarot des rêves de Gaïa exactement? Pragmatique, véritable, gentil, prend soin, abondant, esprit fertile et sage. La reine de terre symbolise une personnalité maternelle véritablement et authentiquement semblable à la terre. Elle est d'une incroyable vastitude et possède une nature toute d'abondance et de générosité et bien ancrée. Elle est réaliste, mais elle voit aussi la magie partout. C'est une mère terrestre qui passe pas mal de temps couverte de terre et il n'est pas inhabituel de la voir s'avancer avec des feuilles et des brindilles oubliées dans ses cheveux. Elle a donc créé chez elle une atmosphère chaleureuse et accueillante où tous sont bienvenus.
Faire la cuisine, nettoyer, jardiner, ce sont là des choses qu'elle aime. Elle y trouve du plaisir à cause de sa nature sensuelle et qui adore toucher. Voilà, je vous avais dit qu'elle avait un désir de communion, quelque chose de sensuel et tout dans cette nouvelle lune. C'est une femme qui aime plus que tout se servir de ses mains pour toucher, être en connexion et créer. Jusque-là, on est tout à fait d'accord. La reine de terre est la quintessence de la gentillesse. Elle va offrir du soutien à tout ce que vous allez entreprendre en vous offrant aussi ses conseils avisés et honnêtes. Elle vient ici vous demander si vous vous voyez comme elle ou bien êtes-vous si focalisé sur vos activités professionnelles que vous avez créé un déséquilibre dans votre vie qui vous déconnecte de votre vraie nature. Le moment n'est-il pas venu pour vous d'apprécier les bienfaits d'être casanier pendant quelque temps? Peut-être faudrait-il prévoir un repas fait maison ou un week-end au jardin plutôt que des rendez-vous d'affaires et la rédaction de comptes rendus. La reine de terre peut aussi apparaître dans votre tirage à une période où il est nécessaire pour vous d'avoir le rappel bienveillant de prendre soin et d'encourager ceux qui vous entourent. Quand vous encouragez et soutenez les autres dans leur désir de s'améliorer, n'oubliez pas de le faire sans essayer de les changer. Dans ce rôle de femme de sagesse, elle peut venir vous demander de rechercher des personnes qui incarnent cette énergie. Oui, viens, Michel, regarde, c'est là. Là. Il est aveugle, désolé, je suis obligée de lui montrer où sont les trucs. Donc, d'encourager les gens qui vous entourent. Quand vous encouragez et soutenez les autres dans leur désir de s'améliorer, n'oubliez pas de le faire sans essayer de les changer. Dans ce rôle de femme de sagesse, elle peut venir vous demander de rechercher des personnes qui incarnent cette énergie. Il est peut-être nécessaire que vous entriez en contact actuellement avec quelqu'un qui joue ce rôle maternel pour vous. Peut-être que tout ce qu'il vous faut, c'est un câlin, mais vous pouvez aussi vous retrouver confronté à des problèmes que son esprit fertile et sa sagesse naturelle peuvent vous aider à résoudre. Un petit conseil maternel peut vous apporter une réponse ou vous fournir une solution. Donc, et elle est associée à la carte des astres dans le tarot égyptien, qui est une très bonne carte. Surtout qu'elle est à l'endroit, ça tombe bien. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette carte? Qui dit astrologie en Égypte dit Dendera. Il y a dans ce village le temple construit par les derniers Ptolémées. C'est une époque où l'interprétation des signes et des planètes était déjà largement répandue dans le monde méditerranéen. Riche en références astrologiques, symboliques et numériques, on trouve d'abord 24 colonnes, 24 comme les heures, dans la salle hypostyle, et 12 cryptes, 12 comme les signes du zodiaque. La chapelle située sur la terrasse du temple renferme une copie de la célèbre carte du ciel en pierre, avec les 12 constellations et les 36 décans, reproduites ici, l'original est au Louvre. On commence à parler des 12 constellations dans nos livres des portes, selon lequel le soleil, mois par mois, se montre dans l'encadrement d'une porte céleste divine, les unes après les autres, chacune d'entre elles apportant aux choses du monde une nuance particulière. Donc c'est un peu logique, vu que je vous disais que le poisson, c'est la fin, le début et la fin du cycle, c'est le dernier cycle du zodiaque. On est tout à fait cohérent, encore une fois. Les 36 décans, commandés chacun par un dieu, divisent les 12 signes en 3 parties égales et l'année en 36 périodes de 10 jours chacune. Ils étaient intégralement utilisés pour déterminer les heures de la nuit. En s'appuyant sur la mythologie, on établissait ensuite quels étaient les jours propices et les jours défavorables pour mener à bien une activité, quelle qu'elle soit, de la pose des fondations d'un édifice à la célébration d'un mariage, selon le calendrier dressé chaque année par les prêtres préposés sous la juridiction de Thoth et de Unnut, la déesse des heures. L'année commençait vers juin-juillet en correspondance avec la levée héliaque de l'étoile Sotis, c'est-à-dire Sirius, de la constellation d'Orion. L'année sans printemps était seulement divisée en 3 saisons, l'été, l'hiver et celle de la crue. Elle était constituée de 360 jours. C'est pour ça que l'année chez les Égyptiens démarrait en juin-juillet. Nous, on arrive vers le printemps, là, en mars. Et le poisson est le dernier signe du zodiaque. Mais du coup, en correspondance, on a quand même les énergies très féminines du poisson, de bienveillance, de compassion. Et la fin du cycle du zodiaque, avec des révélations qui se font à nous-mêmes. Hein. Donc que j'en étais où? Oui. Il y avait 5 jours en plus, gagnés au jeu par Thoth.
Ce gain de 5 jours permit à la déesse Céleste Nout, en contournant l'opposition paternelle, de rejoindre son époux Geb en dehors du cycle annuel qui lui avait été interdit. Est-ce qu'on ne va pas avoir des petits rendez-vous secrets? Quant aux planètes, une description claire des noms et fonctions apparut déjà à l'époque de la 19e dynastie, quand prennent corps les deux textes astrologiques égyptiens, le livre des portes et le livre des cavernes. Une liste avec les figures respectives est inscrite dans le sarcophage dans la chambre mortuaire de Set-I à Thèbes. Une deuxième liste apparaît dans la tombe de Ramsès II et une troisième dans les tombes 5 et 9 de Babr el-Melouk. En résumé, Saturne est Ur-Capet, l'aspect fixe, cristallisant et caché du Soleil. Il est aussi appelé étoile de l'Ouest. Jupiter, Heshurpseta, juge de la Terre, il est appelé également étoile du Sud. Mars est Hurksuti, c'est-à-dire resplendissant, c'est l'étoile de l'Est qui garantit volonté et puissance. Vénus, c'est marrant, c'est les planètes exactement dont on a parlé. Vénus, Pénoutordua est l'étoile du matin, le phénix ou l'astre de Osiride qui voyage dans le ciel. Il arrive de l'éternité pour apporter des messages de lumière et de vie au monde. Mercure est Yekbu, l'étoile de Seth. Soleil est Ra-Urksuti, l'intelligence resplendissante qui dirige et commande. La lune est Teuti, le mesureur du temps, le scribe du soleil, qui est notre deuxième carte avec l'autre tarot. C'est quand même complètement cohérent, c'est dingue. Le scribe du soleil qui prend note et retransmet sa volonté, le canal à travers lequel les influences célestes arrivent jusqu'aux hommes. Donc à l'endroit... Non, elle est tombée à l'envers la carte, c'est ça. Donc au lieu de parler de la nuit, elle parle du jour. L'inversion à 180 degrés de la polarité féminine nocturne et donc de type yin apporte le triomphe du masculin considéré comme solaire, rationnel, actif yang. La protection du dieu soleil ouvre une période de grande sérénité et de grande clarté. Après le temps du secret, c'est à présent le moment de la vérité. À l'image du petit Horus, je vous avais parlé de révélation. Moi, c'est ce que la carte me disait intuitivement parlant. À l'image du petit Horus, le fils du couple divin, né miraculeusement du corps démembré de son père, la vérité longtemps dissimulée est sur le point d'éclater au grand jour dans un bonheur et une clarté triomphante. Ben voilà, tout va bien alors. Cet arcane annonce la guérison, la longévité, les affaires qui deviennent plus claires, les rapports qui se resserrent après une période de tension, des vérités qui vous échappaient sont finalement comprises grâce à une rencontre inattendue et éclairante. J'ai hâte. Vous n'avez rien à craindre, une protection subtile veille sur vous. Attention toutefois au plaisir de la table. Bon, bah ne mangez pas trop quand même. Non, clairement, moi ce que je voulais vous dire, et ce qui me semblait assez juste, c'était voilà, d'être dans la bienveillance, la compassion, de ne pas hésiter à sortir de chez vous, et que pour aller fusionner un peu avec les autres, tout ça, mais dans une logique vraiment du côté positif du poisson. Et cette carte, à moi, elle me parle plutôt, il est possible qu'il y ait des révélations là, sur cette nouvelle lune. Que dit le conseil de l'arcane? Ô fils ou fille de la terre, sois sans inquiétude, une entité supérieure veille sur toi, il est temps d'accéder au mystère ésotérique, n'hésite pas, lève le voile du savoir. Bon bah en tout cas c'est ce que j'essaye de faire. Alors la deuxième carte, le scribe. Elle est belle aussi. Qui est associée au 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est pas une super carte, on va pas se mentir. Les épées c'est le mental. C'est aussi ce avec quoi il faut trancher, donc c'est un peu le côté négatif de Neptune dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, ça parle un peu de cryptique, de calomnie, d'examen, de condamnation. Donc il y a peut-être des choses un peu sombres qui pourraient ressortir. Qui pourraient ressortir par le biais de quelqu'un qui viendrait vous faire cette révélation. En fait. Donc, on va aller chercher ce que raconte le script. Tac, combien? Alors le script c'est la 12 d'air. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez, on est deux fois dans l'air. Les épées c'est l'air et le script c'est aussi c'est le 12 d'air dans ce jeu. Je vais chercher la carte. Alors l'air.
le scribe, celui qui enregistre les informations, la connaissance, la tradition, l'histoire personnelle, la préservation, la censure. Le scribe est celui qui tient les registres, les mémoires. C'est le gardien de l'intégrité de la connaissance et des informations du passé, du présent et du futur. C'est un dévouement sacerdotal, même s'il n'est pas nécessairement un religieux. Sa religion est la connaissance et la sagesse, la tradition, les mythes et les événements à venir. Il a un très grand respect pour les livres et fait très peu de place à autre chose dans sa vie. Ce sont ses compagnons de tous les instants et quand il n'est pas en train de lire ou de mémoriser leur contenu, il est à recherche de nouvelles sources d'informations qu'il regroupe et documente en sorte de pouvoir les consulter facilement par la suite. Il est en perpétuelle quête de connaissances, pas seulement pour son bénéfice personnel, mais pour que cette connaissance profite à toute l'humanité. Tiens donc, avec le poisson. C'est ça aussi le signe du poisson, la spiritualité pour la communion, pour toute l'humanité. Il croit que garder la mémoire de ce qui a eu lieu est la pierre de fondement de toute civilisation et que sans des enregistrements précis, ce qui a été vécu dans le passé ne sert à rien. Est-ce qu'on ne va pas découvrir des choses concernant d'anciennes civilisations, aussi au niveau international ou mondial? C'est pas impossible. Contrairement au sage, le scribe est un homme sans préjugés et d'une grande droiture intellectuelle. Il est objectif et passionné quand il s'agit de préserver, d'obtenir et de fournir l'information la plus précise qui soit. Et il accorde une grande valeur au fait de pouvoir donner des éléments exacts. Il offre toujours un savoir qui tient compte de perspectives diverses et de points de vue différents. C'est un homme de lettres et ceux qui le connaissent le voient sous de multiples facettes. Il est philosophe, historien, conseiller, enseignant, instructeur. Il est respecté, sa connaissance est hautement prisée. Son savoir fait également peur à ceux qui cherchent à contrôler l'information et la connaissance qu'il a amassée. Il détient les clés de la bibliothèque. Il connaît les secrets des rois et de l'Église, les machinations politiques qui ont amené les leaders au pouvoir et les en ont chassés. Tiens donc, ça fait résonance un peu quand même. Avec la connaissance qu'il détient, il peut les faire détruire. Il peut faire ou détruire la vie des nations. C'est un pouvoir qui fait peur, mais c'est un pouvoir dont il ne se servira jamais, car les machinations des hommes ont peu d'importance pour lui. La connaissance est son Dieu, c'est le seul Dieu qu'il vénère. Alors, lorsque le scribe apparaît dans votre tirage, il symbolise l'importance de documenter le parcours de votre vie. L'heure du bilan. Que ce soit avec des photos, par un journal, sur un blog ou une vidéo, enregistrez votre histoire pour qu'on puisse l'apprécier et s'en souvenir. Faites-le d'une manière où cela sera protégé. Écrivez vos pensées, faites des albums photos, des carnets de vos réflexions concernant vos expériences préférées. Je vous avais dit que c'était un bon moment pour être créatif cette nouvelle lune. Le scribe vous demande de valoriser le fait d'écrire les choses. Vous vous demandez peut-être si cela est bien nécessaire, mais même si la technologie dont on dispose nous permet de stocker une profusion d'informations, elle n'est pas absolument fiable et vous risquez de tout perdre si votre disque dur ne fonctionne plus ou si la mémoire de votre ordinateur disparaît. On rappelle que Mercure dans sa rétrogradation va faire une incursion en Verseau, le signe des nouvelles technologies. Donc ça, moi je vous l'avais déjà dit il y a 2 semaines, faites des sauvegardes les gars. Si vous ne souhaitez pas écrire, ayez l'attitude du script qui se montre dans votre jeu comme un rappel à l'utilité de faire de temps en temps plusieurs copies de ce que vous avez stocké dans votre ordinateur ou votre portable. Souvent, on ne réalise pas l'ampleur de la perte avant qu'elle ait eu lieu. Ne prenez pas le risque de perdre la mémoire de ces choses précieuses. Sécurisez-les. Le script signifie aussi qu'il pourrait être nécessaire de chercher quelqu'un qui vous aide dans les recherches que vous devez faire, peut-être pour une visite en bibliothèque ou quelqu'un dont le rôle sera précisément de recueillir ou d'archiver des documents, que vous cherchiez à découvrir l'histoire de votre famille ou que vous souhaitiez suivre une voie balisée par une tradition. Voici le moment de commencer à poser des questions et à découvrir les réponses. On parlait donc du bilan. Et alors le 8 d'épée, le 8 d'épée quoi. Je suis pas très contente d'avoir tiré cette carte. Mais bon, elle est là, on va la lire. Hein. Nous nous trouvons devant un numéro de transformation uni à une couleur indiquant la douleur. En même temps, on pourrait peut-être transmuter nos douleurs, ce serait pas mal, c'est ce que je vous disais avec les blessures. Donc jusque-là, c'est cohérent quand même.
Vous traversez un moment crucial de votre existence, semé d'embûches mais formateur. Votre progression est difficile, elle vous demandera beaucoup de courage. Vous serez l'objet de critiques, de commérages, calomnieux, ainsi que de reproches pouvant aller jusqu'à la condamnation injuste. De mauvaises nouvelles, un examen à repasser, cet arcane correspond au mois d'avril. Bon, on est peut-être un peu en avance, mais c'est pas la question. Je pense que c'est une crise de passage. Il y a encore des examens sur le passage et c'est un moment décisif. C'était encore, ça nous parle vraiment du bilan là, hein, de ces 3 semaines là qui vont arriver. C'est un moment de bilan. C'est pas la peine de se précipiter. Il faut vraiment réfléchir à ce que vous voulez poser comme jalon pour la suite. Ensuite, on a quoi? On a la carte 23 qui est très jolie. L'intégrité. Et bah oui, on en parlait, les faux semblants, les masques, hein, c'est pas la peine de les porter. Évitez-les tant que faire se peut. Pourquoi? Le 3 de coupe, succès artistique, chance, perfectionnement. Donc, vous vous en sortirez quand même qu'en étant intègre. Hein. Correctement, en fait, je veux dire. L'intégrité, c'est la carte 23. Je pense que la carte de l'intégrité est la 8e des cartes d'influence. Elle représente le fait de faire des choix et d'agir avec honnêteté et honneur. L'intégrité a de nombreuses formes. Il y a l'intégrité personnelle, professionnelle, artistique et intellectuelle. Avoir une solide intégrité personnelle, c'est posséder sur le plan moral, éthique et personnel des critères élevés et rester fidèle à ses valeurs essentielles, quelles que soient les circonstances. C'est se dresser pour s'opposer franchement à l'hypocrisie, la malhonnêteté, la cruauté et l'injustice pour faire honneur à ses vérités personnelles. Vos paroles et vos actions sont en harmonie et ne contredisent pas mutuellement. Bref, vos actes sont conformes à vos paroles. Avoir une solide intégrité personnelle, c'est avoir une belle force de caractère et une bonne nature. C'est être authentique et ne pas se cacher derrière la duplicité ou l'illusion. Ce que l'on voit, c'est ce qui est vraiment là. L'authenticité est la base pour quelqu'un qui a de l'intégrité. Avoir de l'intégrité artistique, c'est faire ce que l'on aime parce qu'on l'aime. Oui, si vous avez la chance de pouvoir créer et que votre création puisse vous faire vivre, faites-le, mais en vous fondant toujours sur l'amour, pas sur l'argent. Quelqu'un ayant une intégrité artistique ne va pas se compromettre ni compromettre son art pour de l'argent. Il va toujours donner à son public, à ses clients le meilleur travail. Parce que lorsqu'on aime ce que l'on fait, on aspire, sans même y penser consciemment, à ce que ses projets ou ses créations soient au mieux de leur réalisation. Ce sont le cœur et la passion qui guident et influencent. Avoir de l'intégrité professionnelle, c'est pratiquer un comportement éthique et honnête dans les affaires. C'est accorder à ses compagnons de travail, employés, employeurs, fournisseurs, clients, respect et honnêteté. C'est remplir ses devoirs professionnels en s'y dédiant et de manière responsable et faire toujours au mieux de ses capacités. C'est chercher à offrir un produit ou une fabrication de la meilleure qualité possible et désirer de se développer, de s'améliorer, d'affiner son savoir-faire pour devenir un maître dans son art ou être au summum dans son domaine. Avoir de l'intégrité intellectuelle, c'est vivre selon les mêmes critères que ce que l'on attend des autres, c'est être cohérent et traiter chacun en égal. C'est être juste et équitable. C'est être fidèle à ses valeurs essentielles d'une façon cohérente et qui donne ce qu'on espère. C'est traiter de la même façon chacun de ceux qui vous entourent et ne pas faire de favoritisme. Il ne doit pas y avoir de décision arbitraire ni d'exception, même pas pour vous. Ceux qui ont de l'intégrité font tout leur possible pour éviter l'hypocrisie, mais ils savent aussi et comprennent qu'ils ne peuvent pas toujours honorer certaines des convictions auxquelles ils adhèrent. Ils y aspirent, mais ils n'y réussissent pas toujours. Ceux qui ne leur enlèvent rien, cela les rend humains. Ceux qui ont de l'intégrité ne sont pas parfaits, ceux qui ont de l'intégrité sont honorables, honnêtes, acceptent leur état d'imperfection, sans se battre pour un idéal impossible, mais plutôt en entreprenant d'être la meilleure personne possible dans tous les domaines de leur vie.
Lorsque la carte de l'intégrité apparaît dans la position du futur, elle représente la réputation et comment le fait qu'elle soit bonne ou mauvaise peut affecter votre position future chez vous, au travail et dans votre communauté. Et là, on a la carte du 3 de coupe, les émotions, la création. Elle est à l'endroit, donc c'est plutôt une belle carte. C'est sortir de la dualité pour créer une troisième chose. Hein. C'est la naissance d'un nouveau projet artistique. Et alors dans le tarot égyptien particulièrement, elle parle de succès artistique et de perfectionnement. Donc, je vais aller quand même regarder. Mes genoux, je sais que tu m'aimes, mais c'est bon, je t'ai pas mis. Amour, affection et tout ce qui concerne la couleur coupe entre en mouvement et devient agréable au contact du nombre 3. Les choses semblent finalement avoir pris la bonne route, droite et rapide, qui mène à la réalisation de vos objectifs et à la fortune. Youpi, ça y est, c'est bon. Cet argane est synonyme d'avantage, de bonheur, de soulagement après une maladie en général, de résolution providentielle des problèmes ou de succès théâtral. Joie, bien-être, soulagement, guérison, amélioration. Donc on en parlait, c'est un bon moment pour les détox, les guérisons, c'est un bon moment pour la création artistique. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite capsule sur la nouvelle lune vous aura plu, que vous y aurez trouvé des informations intéressantes et qui vous aideront à passer ce week-end voilà, et les 15 prochains jours qui arrivent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce, abonnez-vous. Et sinon, en général, j'essaye de répondre aux commentaires en dessous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis disponible pour des guidances privées pour ceux que ça intéresserait. Et je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à